Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Plein de choses à vous proposer ce soir. Bien sûr, notre premier sujet va porter sur la rencontre entre Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et le Président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en visite en Égypte. Également, on va parler des réunions du G7 qui commence aujourd'hui, en fait, le sommet qui s'ouvre aujourd'hui en France. Et on va également parler de l'accord entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin, bien sûr, à la guerre dans la région. Et pour cela, nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous au studio Dr Hicham Youssef, professeur de relations internationales. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, on commence tout de suite par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu ce lundi le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en visite fraternelle en Égypte. Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations étroites et continues entre les dirigeants des deux pays frères. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce lundi le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en visite en Égypte. Une réunion élargie s'est tenue entre les délégations des deux pays, puis une rencontre entre les deux dirigeants. Cette visite s'inscrit dans le cadre des consultations étroites et continues entre les dirigeants des deux pays frères. Le président el-Sisi a souhaité la bienvenue à son hôte et à sa délégation, soulignant le caractère exceptionnel des relations égypto-émiraties et leur solidité stratégique établie au fil des années. Le président el-Sisi a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Égypte à la stabilité et à la souveraineté des Émirats Arabes Unis, pays frères, ainsi que son appui à toutes les mesures prises par sa direction pour préserver son intégrité territoriale et garantir la sécurité et le bien-être de sa population. Il a souligné que la sécurité des Émirats Arabes Unis et des États du Golfe fait partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne et a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir les États du Golfe et toutes les nations arabes sœurs. De son côté, le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, soulignant le caractère exceptionnel des relations populaires et officielles entre les deux pays. Il a également fait part de sa volonté de maintenir des consultations régulières avec le président el-Sisi sur les différents développements, qu'il s'agit des relations bilatérales ou de l'actualité régionale. Il a par ailleurs exprimé la reconnaissance de son pays pour la position favorable du président el-Sisi à l'égard des Émirats Arabes Unis et des États du Golfe. Les deux présidents se sont félicités de l'accord récemment conclu sur la fin de la guerre avec l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz. Ils ont également abordé plusieurs questions régionales d'intérêt commun et se sont accordés sur l'importance de poursuivre la coordination des positions arabes afin de préserver la sécurité et les intérêts des États arabes dans la période à venir. Dans ce contexte, le président el-Sisi a rappelé la vision égyptienne pour gérer la situation régionale, vision fondée sur le soutien à des solutions pacifiques, globales et durables dans le but de rétablir la sécurité et la stabilité régionale et d'orienter les efforts des pays vers le développement plutôt que de gaspiller les ressources des peuples dans des conflits. Alors, docteur Youssef, bien sûr, aujourd'hui, il s'agit d'une visite très importante, des consultations continues entre Monsieur le Président et le Président des Émirats Arabes Unis. Il faut dire que la coopération entre les deux pays a atteint vraiment un niveau exceptionnel ces dernières années. Comment vous voyez cette coopération? Bon, tout d'abord, je dois quand même expliquer quelque chose sur entre les relations entre les Émirats et l'Égypte. Là, c'est des relations beaucoup spéciaux. Et le racine de notre relation avec les Émirats, c'est
très profond. Et les relations, quand même, c'est soudé. On peut dire c'est soudé parce qu'entre les deux pays, il y a énormément de choses depuis très longtemps. C'est pas aujourd'hui, mais récemment, les relations, quand même, passent dans une période où il y a beaucoup d'événements autour du monde, spécialement dans le Proche-Orient. Et je crois que c'est très nécessaire entre les deux présidents, les deux pays, doivent s'organiser, de faire d'échanges toujours l'avis de chaque côté sur tous les problèmes qui sont autour de nous. Et je vois que le président Sisi et le président Ben Zayed aussi sont déjà vus récemment plusieurs fois sur plusieurs sujets. Et je crois qu'aussi cette visite, ça concerne aussi la participation de l'Égypte et les Émirats avec le sommet de G7 aussi. Oui. Alors, certainement, il y a un nombre important de dossiers qui ont été examinés par les deux responsables, certainement. Il faut juste dire que maintenant, également, ça commence l'arrivée des chefs d'État et de gouvernement pour la réunion du G7 qui s'ouvre, en fait, aujourd'hui en France. Mais selon vous, certainement, la guerre ou l'accord parvenu entre les États-Unis pour mettre fin à la guerre entre l'Iran et les États-Unis était en tête des questions discutées par Monsieur le Président avec Cheikh Mohammed Ben Zayed. Je vois en général, les deux c'était quand même le bienvenu, cet accord entre les États-Unis et l'Iran. C'est ça que tout le monde cherche, d'avoir la paix après dans une période très difficile quand même, et passer sur l'Iran et le pays concerné aussi, le pays de Proche-Orient ou le pays de Golfe spécialement. Et je vois que les deux présidents, ils sont tout à fait d'accord pour contenter d'avoir cet accord entre les États-Unis et l'Iran. Oui. Alors si juste vous permettez, il faut dire encore une fois qu'on est en train de voir maintenant l'arrivée du président Trump en France pour, comme je viens de dire, la réunion du G7 et bien sûr on voit également le président français Emmanuel Macron. Alors certainement on va voir au cours de ce 2-3 jours de réunions, plein de rencontres également bilatérales et avec les responsables de différents pays, en plus des dossiers qu'on va discuter plus tard. Mais j'aimerais revenir en fait, si vous me permettez, à la réunion aujourd'hui de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi avec Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Cheikh Al Nahyan, bien sûr, a exprimé la reconnaissance de son pays pour la position de l'Égypte, favorable bien sûr à l'égard des Émirats Arabes Unis et des États du Golfe durant la guerre. On a vu l'Égypte qui avait une position très ferme, très claire au cours de la guerre. L'Égypte a soutenu les pays du Golfe et également c'est-à-dire répéter à plusieurs reprises que la sécurité nationale des pays du Golfe et bien sûr des Émirats Arabes Unis fait partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Oui, exactement, parce que normalement on vit maintenant dans un monde très connecté et quand il y a un problème dans par exemple le pays de Golfe maintenant, ça aussi ça laisse une trace très importante sur tout ce autour de nous et spécialement avec nous aussi au niveau international. Par exemple les commerces, l'économie, tout ça, ça laisse aussi un trace sur tout ça. Alors là, l'Égypte regarde les relations entre le pays de Golfe et le pays arabe avec l'Égypte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier, on ne peut pas dire l'Égypte peut laisser les autres pays tomber tout seul comme ça dans des problèmes pareils. Mais la situation égyptienne, ça montre à tout le monde, la sécurité de tous les pays arabes, ça concerne 100% la sécurité égyptienne. Et c'est ça, dans plusieurs occasions, le président égyptien il a confirmé
sur cette partie devant tout le monde et dans plusieurs manifestations, et je crois que c'est ça la vérité. Alors, comme je viens de dire, une coopération exceptionnelle existe actuellement entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, non seulement sur le niveau politique, mais également sur le niveau économique. Une coopération économique très importante également relie les deux pays. Et moi, je vois dernièrement tous les investisseurs qui viennent des Émirats arabes unis, qui investissent en Égypte, là, avec quand même des budgets énormes, avec plusieurs projets à la même temps. Et ça compte sur d'avoir un partenaire. C'est pas quelqu'un qui vient investir seulement pour avoir de l'argent, mais on voit quand même dans un certain projet, on voit que la solidarité des Émirats avec l'Égypte, et on voit que aussi l'Égypte a montré à tout le monde que c'est un terrain quand même. C'est l'occasion d'investir en Égypte là pour partager le bien pour les deux peuples de pays. C'est ça qu'on le voit fortement. Certainement. Alors, si vous me permettez, on parlait tout à l'heure en fait du G7. En fait, la France accueille officiellement ce lundi le sommet du G7. L'ordre du jour est principalement axé sur l'accord certainement du conflit irano-américain récemment annoncé par le président Donald Trump, ainsi que sur un nombre de questions urgentes allant du conflit ukrainien à l'avenir de l'intelligence artificielle. Tout de suite, nous allons voir plus de détails et puis on revient pour plus d'explications. Se déroulant sur 3 jours dans la pittoresque station balnéaire d'Évian-les-Bains, le sommet du G7 cette année a vu la France, pays hôte, s'efforcer d'étendre son influence en invitant les dirigeants de l'Égypte, du Brésil, de l'Inde, du Kenya et de la Corée du Sud. Juste avant le sommet, l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin au conflit a contraint les dirigeants à réorienter rapidement leurs discussions. Le président français Emmanuel Macron a souligné que le G7 évaluerait les conséquences de cet accord historique. Les principaux objectifs fixés comprennent la réouverture permanente de la voie maritime vitale du détroit d'Ormuz, l'atténuation des pressions sur les prix mondiaux et la diversification des sources d'énergie afin de réduire la dépendance et la recherche d'un consensus sur les activités nucléaires et balistiques dans la région. Le G7 ou groupe des 7 est un forum informel qui réunit les dirigeants des 7 grandes économies mondiales pour discuter et coordonner leurs positions sur des sujets mondiaux comme le commerce, la sécurité internationale, le climat, la santé ou l'énergie. Plusieurs pays ont été invités, les dirigeants de l'Égypte, l'Ukraine, Qatar, l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. La France a aussi convié le Brésil, la Corée du Sud, l'Inde et le Kenya à participer au sommet. L'Europe est représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. Macron espère que Donald Trump renoncera à demander à l'Ukraine d'abandonner à la Russie l'ensemble du Donbass, ce territoire de l'Est ukrainien. À l'issue du G7, une déclaration commune sera publiée, mais il ne prend aucune décision obligatoire pour ses membres. Néanmoins, ces prises de position peuvent avoir de l'influence sur les marchés financiers et les grandes institutions économiques mondiales. Alors, docteur Youssef, bien sûr, nombre de questions importantes d'ordre politique et économique seront discutées au cours des réunions du G7. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi participe aux travaux du sommet. Selon vous, les principales questions qui seront discutées par Monsieur le Président, bien sûr, avec les différents dirigeants au cours de ces réunions? Dans des réunions pareilles, là, l'Égypte doit quand même
expliquer à tout le monde qui participe dans cette manifestation importante notre situation à propos de tous les problèmes qui durent autour du monde. Et c'est une bonne occasion aussi pour l'Égypte, là, pour discuter, pour trouver des sujets à participer avec les autres invités, parce que normalement, c'est le pays le plus grand au monde qui se réunit quand même pour discuter plusieurs problèmes sur la surface maintenant, pour le moment. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, et la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et quand même, il y a pas mal de problèmes au niveau de l'économie mondiale. Et ça aussi, je crois que ça sera spécial cette année, ou cette fois-ci, pour discuter ça, pour trouver des solutions, pour accélérer les solutions, pour quand même sortir de cette période qui était difficile pour tout le monde. Oui. Certainement, comme on vient de dire au début, la guerre, l'accord parvenu et les conséquences, bien sûr, ou les répercussions plutôt de cette guerre sur l'économie mondiale seront une des questions principales au cours de ces réunions. Mais j'aimerais commencer en fait par l'Égypte. La participation de l'Égypte, la participation de Monsieur le Président également montre le rôle important, le rôle primordial que joue l'Égypte dans le règlement des conflits régionaux, les conflits régionaux, les conflits dans la région, les différentes questions. Et là, ça montre comment l'Égypte est considérée par le monde entier comme un acteur primordial et principal. Exactement, mais l'Égypte joue ce rôle depuis le début, depuis très très longtemps, et le regard de tout le monde vers l'Égypte, là, c'est un pays raisonnable. On n'est pas, l'Égypte, c'est pas un pays qui va vers par exemple, vers la guerre, vers l'opinion de relancer les guerres et des choses pareilles, mais on joue toujours le rôle de pacifiste, là. On a d'expérience avec la guerre. L'Égypte, elle a fait plusieurs guerres, et on sait très bien comment s'appelle, les conséquences de guerre et qu'est-ce qu'elle fait avec le pays. C'est pour ça, toujours, on va vers le côté raisonnable, et on aimerait bien avoir de stabilité chez les voisins et chez nous, bien sûr, aussi, et partout dans le monde. C'est ça, le rôle de l'Égypte dans les régions du Proche-Orient, c'est connu pour tout le monde, et on n'a jamais changé notre politique vers tout le monde, soit des pays arabes, soit des pays occidentaux. C'est toujours la même chose. L'Égypte est là la même position, toujours pareille. Oui. Alors, il faut dire que aussi l'Égypte est toujours intéressée également par le développement de l'Afrique, et à tout rassemblement international. Monsieur le Président essaie toujours de promouvoir le développement en Afrique, de parler de l'importance de soutenir le développement en Afrique, et je crois que le G7 sera également l'occasion de parler encore une fois du développement de l'Afrique. Développement de l'Afrique, et le preuve qu'ils sont invités Kenya, je crois, cette fois, pour participer, parce que la présence d'un pays comme le Kenya, comme vous dites, le président Sisi insiste quand même comment dirais-je, de développer les relations entre les pays africains, parce que il y a une semaine, l'Égypte a reçu le président de l'Érythrée, Ishaq Afwerki, et le président du Congo. Il y a quand même des activités au niveau africain de l'Égypte, avec tous les pays africains, et c'est quand même une occasion pour le pays africain d'avoir des choses au niveau économique avec l'Égypte, économique et développement, et le développement durable et l'énergie aussi. Oui. Alors, certainement, comme on vient de dire, l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran, et annoncé récemment, va être à la une des sujets discutés, vu
bien sûr l'importance de parvenir à un accord et vu les répercussions qu'avait cette guerre sur le monde entier et sur l'économie mondiale, comme vous venez de dire. Selon vous, comment cette question sera abordée au cours du G7? Moi, je vois il y a 2 jours, depuis qu'ils ont commencé de parler de cet accord, on ne sait pas exactement c'est quoi les points ou les articles principaux dans cet accord, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Mais le plus important pour tout le monde, c'est de cesser le feu, d'arrêter la guerre. D'accord. Ça, c'est... D'abord, il faut trouver la paix comme ça. Et les conditions, on peut discuter après. Mais dans le G7, je crois que, parce que normalement, l'Iran ne participe pas, c'était le G7 seulement, et les pays invités qui vont discuter tout ça, mais on ne peut pas dire que c'est eux qui vont discuter les conditions de cet accord. Non, certainement, mais est-ce que, c'était pas ma question, je voulais savoir, est-ce qu'il pourrait avoir un rôle important à jouer pour consolider cet accord, pour encourager cet accord et l'arrivée vraiment à mettre en application l'accord? Bien sûr que tout le monde qui vont participer, qui vont vers la paix pour avoir la paix, pour signer cet accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi les conditions. Est-ce que les membres qui vont participer, est-ce qu'ils vont, eux, savent c'est quoi exactement comme accord pour soutenir tout le monde, pousser tout le monde vers aussi signer et appliquer et garder cet accord, et c'est ça qu'on va voir dans le prochain jour, parce que normalement ils vont commencer demain, pas aujourd'hui. Alors en fait, comme vous venez de dire, une des questions principales serait les répercussions de cette guerre sur l'économie mondiale. Tout le monde a vu ces répercussions partout dans le monde, avec les prix du pétrole, avec les chaînes d'approvisionnement qui ont été affectées. Maintenant, on peut parler avec un peu d'espoir, avec l'arrêt de cette guerre. Est-ce que cette question aussi, comment cette question sera discutée? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra commencer maintenant, Monsieur Macron, le président français, vient de parler d'une opération pour le détroit d'Ormuz maintenant que cet accord sera signé. Est-ce que les choses vont s'améliorer dans l'avenir selon vous après cet accord? Pas avec peu d'espoir, mais avec beaucoup d'espoir. Parce que normalement, l'ouverture de l'étroit de Hormuz, là, ça libère un peu le mouvement du commerce dans cette zone. Et ça, dans quelques jours, on va voir quand même l'amélioration de tout ce qui se passe là-bas. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui... Tout le monde regarde là-bas comment ça se passe. Est-ce qu'il y aura de libre navigation là-bas avec tous les bateaux qui sont bloqués? Et dans 2-3 jours, on va voir. Et si tout va bien, on va voir quand même beaucoup de problèmes qui vont résoudre automatiquement avec tout ça. Et ça sera le reflet de l'accord, même avant que ça applique 100%. Et on va voir. On va voir. Alors, la présidence française du sommet a annoncé que, bien sûr, il y a plusieurs questions d'ordre économique qui seront annoncées. Alors, selon l'Élysée, il s'agit par exemple de réformer le financement du développement. Et ça, c'est un point important. Quand on parle du développement dans le monde, plusieurs questions concernant le financement doivent être discutées par les grands pays économiques, certainement. Exactement, mais pour parler de développement, il faut quand même avoir la stabilité. Parce que c'est ça le base pour tout le monde, pour commencer ou pour démarrer. Alors là, le mécanisme d'établir la stabilité dans les zones de Proche-Orient ou dans le pays de Golfe, ça aussi, ça demande beaucoup de recommandations qui peut pousser tout le monde vers les bons marches aussi pour avoir de améliorations partout dans cette zone qui voit bien sûr
sans oublier le parti, l'Ukraine, la guerre, l'Ukraine, la Russie aussi. Ça aussi, c'est presque la même chose. Si la Russie signe un accord avec l'Ukraine, on va voir quand même énormément de migration dans le monde entier. Oui. Alors on parle également ces jours-ci en fait, du rôle que peuvent jouer les grandes institutions internationales économiques, bien sûr, pour soutenir les pays qui ont souffert de cette guerre. Et le monde entier a souffert en fait de cette guerre. Alors selon vous, ces grandes institutions, qu'est-ce qu'elles doivent faire dans l'avenir et comment on peut vraiment qu'ils aident les pays à surmonter les crises ou les problèmes issus de cette guerre? Pour aider les pays quand même qui sont souffert avec tout ça, je crois que l'Union européenne et les États-Unis et le reste du monde là qui doivent présenter leurs aides avec plus de facilité, plus d'accès pour le pays qui ont quand même des problèmes à cause de ça. Et faciliter ça, ça demande d'avoir un nouveau mécanisme d'aide pour les pays qui ont besoin. Et je crois que les crises créent des choses, on ne l'a pas vu avant. Par exemple, l'Union européenne, vers tous les pays qui étaient touchés à cause de ça, ils ont quand même trouvé une façon d'aide plus rapide, plus facile, avec moins de choses compliquées, parce que c'est une question de temps aussi. Parce que le temps, ça joue un rôle. Et c'est le monde entier qui souffre. Alors c'est quand même difficile de devenir en aide à tous les pays. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont d'économies solides. Peut-être ils ont quand même peu vivre, mais leurs économies n'est pas solide devant toutes les crises qui se passent dans le monde. C'est vrai. Alors parmi aussi les sujets qui ont été soulevés récemment, c'est l'énergie et l'importance d'une transformation vers l'énergie verte, bien sûr, surtout après tout ce qui s'est passé avec le détroit d'Ormuz et la perturbation du pétrole et tout. Alors, est-ce que vous pensez que l'énergie aussi va faire ou sera une des questions importantes discutées au cours du G7? Je crois que le président Macron, je l'ai vu ce matin parler de ça, de l'énergie. Et en plus, la France, elle a beaucoup de projets avec l'Égypte sur l'énergie verte, et spécialement l'énergie solaire, les hydrogènes vertes, là. La France a investi beaucoup avec l'Égypte. Il faut dire que l'Égypte a travaillé sur ce secteur depuis très longtemps, même avant la guerre. Même avant la guerre, même avant depuis des années, et c'est pourquoi maintenant on peut parler vraiment il y a 5 ans, l'Égypte aussi pas participé, mais concentré pour avoir plusieurs sources d'énergie pour ne pas tomber dans le même problème que... Une réforme très importante dans le domaine de l'énergie. Sur le pétrole seulement. C'est vrai. Alors, parmi aussi les sujets très importants au cours de ce sommet, c'est l'intelligence artificielle. Et en fait, il faut dire que c'est une question qui intéresse le monde entier. Et là encore, l'Égypte a commencé il y a assez longtemps à travailler sur l'importance de l'intelligence artificielle, de promouvoir l'intelligence artificielle. Même, Monsieur le Président a parlé de ce sujet pour même à l'école, vu l'importance de l'intelligence artificielle. Comment vous voyez également le futur de ce domaine? Simplement, le futur avec la participation de l'Égypte avec les autres pays qui sont quand même au point dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Parce que même entre la Chine et les États-Unis, il y a des coopérations. Alors là, l'Égypte doit quand même, pas trouver un partenaire, mais quand même avoir des relations pour se mettre avec tout le monde sur le même niveau, d'utiliser l'intelligence artificielle dans tous les domaines, parce que l'Égypte a commencé il y a quelques années quand même dans le monde numérique, là, pour numériser tous les documents qu'on a besoin
dans plusieurs domaines. Alors là, c'était la première marche, et utiliser ça maintenant dans le monde des banques, dans le monde de l'économie, dans le monde industriel, ça sera bien, mais quand même, on a quelques propositions. C'est la Chine qui a proposé de travailler avec l'Égypte sur l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs pays aussi. Et on verra dans les prochaines années les récoltes de l'Égypte avec les autres pays qui vont participer d'utiliser comme il faut l'intelligence artificielle. Alors, docteur Youssef, comment ce genre de rassemblement comme le G7 ou participer à ce genre de rassemblement aide à promouvoir la coopération entre les différents pays, aide à encourager des partenariats entre les différents pays? Bien sûr, l'Égypte fait partie de ces pays, et la participation de l'Égypte, comment ça consolide les partenariats entre l'Égypte et les différents pays? Le partenariat, c'est pas... moi, je vois, par exemple, le pays européen, quand il fait des partenariats avec d'autres pays, par exemple, des pays africains, et c'est le partenariat, c'était la meilleure solution pour partager les informations. Et reçoit des étudiants pour étudier en Europe, par exemple, dans le même domaine qui ont fait le partenariat. Et spécialement dans l'intelligence artificielle, on a besoin d'envoyer comment dirais-je, les nouvelles générations pour étudier et participer avec les étudiants de... On a même créé des universités technologiques, plusieurs universités, il faut dire, technologiques en Égypte. Le savoir-faire aussi, c'est vrai. C'est ça qui nous manque dans un certain domaine. Alors là, il faut aller le chercher. Bien sûr. Et l'aide qui peut présenter les pays du G7, de recevoir les cadres et les étudiants de plusieurs pays chez eux pour passer comment dirais-je, la technologie ou le départ de la technologie pour tout le monde qui a envie de l'aider ou participer avec eux ou partager avec eux. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors une dernière question concernant les réunions du G7. Est-ce qu'on peut s'attendre à de grandes décisions qui concernent l'économie mondiale et qui pourraient faciliter ou atténuer les répercussions dans le futur des répercussions économiques, bien sûr, de la guerre? Est-ce qu'on pourra s'attendre à de grandes décisions économiques? Je peux dire oui, il y aura de grandes décisions. Mais pour appliquer ces décisions-là, c'est une question de temps aussi. Les grandes décisions, ça sera très très grand quand c'est appliqué dans un temps, très peu de temps. Mais si ça prend du temps, c'est une décision comme toutes les décisions, c'est tout. Oui. Alors, si vous me permettez, on va passer en fait à l'accord de paix qui a été signé entre les États-Unis et l'Iran. Après plusieurs semaines de tensions militaires, de frappes aériennes, de menaces de fermeture du détroit d'Ormuz et de déclarations de part et d'autre, Washington et Téhéran semblent se diriger vers un accord de désescalade. L'Iran et les États-Unis sont parvenus dimanche, en fin de soirée, à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève. Les détails dans ce commentaire. Des responsables américains et iraniens ont déclaré avoir conclu un accord cadre en vue de mettre fin à leur guerre, qui prévoit notamment la levée du blocus américain contre l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz, mais qui laisse le sort du programme nucléaire iranien en suspens. L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais conclu, a écrit le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social vers 21h30 GMT dimanche, confirmant les dires du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, dont le pays a joué le rôle de médiateur selon lequel un accord avait été conclu.
Le protocole d'accord qui intervient juste avant le début du sommet du G7 d'Évian-les-Bains et qui fait baisser les cours du pétrole lundi matin devrait être officiellement signé vendredi en Suisse. Les termes précis de ce protocole d'accord n'ont pas été dévoilés à ce stade. Shehbaz Sharif a dit dans un message publié sur le réseau social X que le pacte prévoyait la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Le Liban a constitué pendant des semaines un point d'achoppement dans les négociations. Israël et le Hezbollah ignorent jusqu'ici les appels de Donald Trump et d'autres à cesser leur attaque mutuelle. Dans un communiqué, le secrétariat du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que la guerre et les opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, prendraient fin définitivement à partir de lundi soir. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a noté qu'un accord plus complet serait négocié pendant une période de cessez-le-feu de 60 jours, comprenant notamment un allègement des sanctions contre l'Iran. Le sort du programme nucléaire iranien, question centrale de l'affrontement entre États-Unis et Iran, sera également abordé lors de ces pourparlers. Donald Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz rouvrirait vendredi, ajoutant qu'il avait ordonné la fin du blocus américain des ports iraniens. Les prix du pétrole chutent de plus de 4% à la suite de l'annonce du protocole d'accord, tandis que les marchés boursiers asiatiques sont en vive hausse. Alors, docteur Youssef, on a parlé au cours de cette édition de cet accord à plusieurs reprises et qu'on attend les résultats concrets, en fait, mais j'aimerais terminer par le rôle que l'Égypte a joué, en fait, pour le règlement de cette crise. Il faut dire que l'Égypte avait, dès le début, avait mené des contacts sérieux avec tous les partenaires, avec les pays du monde entier pour vraiment apaiser les tensions et pour parvenir à un accord. Et elle a réaffirmé à plusieurs reprises son soutien indéfectible aux solutions pacifiques et au règlement pacifique de la crise. Bon, l'Égypte, Monsieur le Président égyptien, il a fait plusieurs visites vers le pays de Golfe pour confirmer que leur sécurité, ça nous appartient, on est partenaire dans cette partie. Et je crois qu'au début, il y avait le ministère des Affaires étrangères iranien qui a visité l'Égypte et réuni avec Monsieur le Président. Et notre situation vers ce problème, vers la guerre entre les États-Unis, Israël contre l'Iran était claire depuis le début. Et à cause de ça, l'Égypte reste toujours dans une situation quand même comme un arbitre, mais c'est pas une partie pour donner l'avis, qu'est-ce que doit faire, on doit trouver un accord pour la paix et tout ça. Parce que normalement, les États-Unis, depuis le début, chaque 2-3 jours, ils disent, au début, ils ont dit, c'est les armes nucléaires, après c'est la fermeture d'Ormuz, après frapper le pays voisin. Non. Mais l'Égypte avait toujours, dès le début, toujours la même des contacts avec tous les partenaires. Et le contact avec les États-Unis, le contact avec l'Iran, le contact avec les pays de Golfe, le contact avec les pays arabes. Tout ça, ça nous donne quand même un vue sur l'image entière et rester toujours, comment dirais-je, dans la position de sage. Et on n'est pas quand même donné l'impression qu'on est avec un côté contre une partie contre l'autre partie, mais c'était quand même, moi je vois que j'admire beaucoup notre situation raisonnable dans la région à propos de tous les problèmes. C'est pour ça. Et je vois que enfin, si l'accord entre les États-Unis et l'Iran signé
à Genève et appliquée tout de suite après, on va voir. Alors, comme vous venez de dire, c'est vrai que l'Égypte avait toujours cette position de recherche de la paix, de la stabilité de la région. Elle n'était pas pour une ou d'autres parties, mais en fait, elle était toujours pour la sécurité des pays du Golfe, pour la sécurité des pays arabes, et elle a à plusieurs reprises affirmé son soutien. Et comme on a dit, que la sécurité nationale des pays du Golfe fait partie intégrante de la sécurité nationale de l'Égypte. Et la paix règne sur toute la région. Oui. Je vous remercie infiniment, Dr Hichem Youssef. Je rappelle, vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Direct. Merci. Au revoir. Rendez-vous demain, une nouvelle édition.